m'appelle Julien Gadano, je fais du référencement, de la sécurité informatique et beaucoup d'automatisation. Donc pour la photo, c'est en référence au nom de la conf, c'était une blague, donc voilà. Je fais donc de la sécurité informatique avec Secure My Data. L'objectif c'est faire de l'audit, tester, nettoyer les sites qui sont piratés. Synapsis Link, c'est un peu le retour que je vous fais, c'est une plateforme où en fait tous les spots sont à nous. Du coup en fait on doit les monter et c'est un peu l'objectif de présenter ça. Redacteur.site, c'est un truc que j'ai sorti dernièrement. On verra ce que c'est. Ça nous sert en fait à gérer toute l'automatisation de la publication, etc., etc. Donc avant qu'on commence, ça c'est les questions en fait qu'il faut se poser quand on veut faire de l'automatisation. On veut automatiser, mais pourquoi? Si en fait si dans la vie tout ce que vous faites ça vous plaît, pourquoi l'automatiser? Ça n'a pas de sens. Donc pourquoi est-ce que vous travaillez? Pour nourrir votre famille, parce que vous aimez ça. Donc ça c'est la base. Et après en fait quand vous travaillez, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez pas faire? Et on va automatiser en priorité ce qu'on n'aime pas faire. Et quelle tâche que vous effectuez régulièrement vous prend le plus de temps? Ça peut être en fait une tâche qui prend seulement 5 minutes, mais si elle est faite tous les jours, ça va devenir perturbant, etc., etc. Tout dépend de la fréquence. Donc c'est le genre de choses qu'il faut prendre en compte quand on veut faire de l'automatisation. Et je voudrais vous poser une question. Pensez tous à l'endroit où vous rangez vos sous-vêtements. Vous l'avez? Maintenant, vous pensez tous à l'endroit où vous changez de sous-vêtements. Et je vais vous demander de lever la main qui range les sous-vêtements dans un autre endroit de où il les change. Personne ne met de sous-vêtements ici. Non. En gros, pour vous expliquer, je me suis fait une réflexion récemment. En fait, l'automatisation, ça marche aussi dans la vraie vie. Moi, je change mes caleçons dans ma salle de bain. Mais je les range dans ma chambre. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je change de caleçon, je dois retourner dans ma chambre alors que je change dans la salle de bain. Ça n'a pas de sens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé mes caleçons dans ma salle de bain. Donc c'est un exemple tout con dans la vie du quotidien. Voilà. En fait, il faut toujours... L'idée, ça va être de toujours remettre en question ce qu'on fait et savoir est-ce qu'on le fait de la meilleure manière possible, pourquoi. Et toujours, dès qu'on fait quelque chose, on se pose des questions. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas si vous n'aimez pas répondre au téléphone à des clients, ça vous embête et en fait, vous demandez toujours la même chose. Ce que je me rends compte, par exemple, en sécurité informatique, c'est que c'est toujours la même chose. Les gens, ils viennent, ils me racontent un peu leur vie, ils me disent « oui, j'ai des problèmes » et puis ils ne comprennent pas en fait ce qu'ils disent, donc je perds du temps. Et après, on finit toujours par « envoyez-moi le FTP, je vous fais un devis ». Donc pourquoi je ne fais pas un formulaire qui demande directement le FTP? Bon, après là, il y a l'aspect confiance, etc. Mais en fait, l'idée, voilà, ça serait plutôt que de reproduire à chaque fois un même appel, on pourrait faire un formulaire qui gère ça, etc. Donc c'est l'idée de remettre en question ces processus tout le temps. Mon Graal, moi, c'est d'avoir ce petit bouton-là, générer un salaire. C'est-à-dire, je veux un bouton où quand je clique, il me génère un salaire. Pour ça, en fait, ce bouton-là, il est joli, il est facile à faire. Ça m'a pris 30 secondes. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait toutes les actions derrière qui soient enclenchées quand on appuie sur ce bouton. L'idée, c'est d'avoir un processus qui marche de A à Z. Et c'est pour ça que je travaille. C'est pour ne pas travailler. C'est mon objectif. Parce que pour moi, le temps, c'est pas de l'argent. C'est une citation qui est assez fausse. On ne peut pas rattraper le temps perdu. C'est pas possible. Quand on a perdu le temps, il est perdu. Et puis, on n'a qu'à reprendre celui qui nous reste. Mais on ne pourra pas repartir en arrière. Pareil, on ne peut pas économiser son temps. C'est pas parce qu'on se dit, tiens, aujourd'hui, je vais avoir une journée de 2 heures et demain, ma journée, elle va durer 46 heures. Et le temps n'a pas de prix, on ne peut pas l'acheter. Donc pour moi, l'objectif, c'est d'essayer d'arrêter de vendre mon temps. Pourquoi? Pour faire un maximum de choses que j'aime. Et c'est peut-être utopique, mais l'idée, c'est d'avoir pas un salaire forcément qui grossit, mais d'avoir un salaire qui reste stable en travaillant moins. C'est un peu ma démarche au quotidien. Pour l'instant, je fais un peu celui qui est feignant, etc., mais je dois développer 10 heures par jour. Mais à terme, sur le long terme, je pense que automatiser les choses, ça peut payer. J'ai pris cet exemple-là. Donc, en gros, nous, on monte des PBN, et donc du coup, on avait une problématique, c'était acheter des IP failover. Pourquoi des IP failover? Parce que c'est pas cher, c'est 2 € à vie. Et en gros, nous, on avait la problématique, c'était qu'on voulait des classés non dupliqués. Donc, on a un gros problème, c'est qu'on a environ 1000 IP. Donc du coup, quand on ouvre le panel, il y a tout qui déconne, c'est un enfer. Donc déjà, acheter l'IP, ça nous prend environ 3 minutes. Ensuite, on regarde qu'elle n'est pas dupliquée, ça veut dire qu'on la compare avec 1000 autres IP pour savoir si on ne l'a pas déjà. Donc
ça, il faut le scripter, on ne peut pas le faire à la main. Et si elle est dupliquée, on ne fait rien, donc ça ne nous coûte pas de temps, à part le temps de dire je vais rien faire. Et si elle est unique, on l'installe, et ça prend environ 2 minutes encore. En gros, on est sur 7 minutes par process. J'ai mis fois le facteur flemme, parce que plus vous faites quelque chose, plus le facteur flemme il va être élevé, et il ne faut vraiment pas le négliger. Et plus ce facteur flemme est élevé, plus il y aura un impact sur le mental. Là, on ne parle pas de rentabilité, de tout ça. Nous, on achète 24 IP par jour, donc ça veut dire que ça nous prendrait 2h48 de le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit script qui achète toutes les IP tout seul et qui nous les installe. Après, si vous préférez calculer en rentabilité, bah si vous automatisez la publication d'un article, que ça vous prenait 30 minutes et que maintenant ça vous en prend 2, même en baissant le coût de l'article, en fait, si on rapporte ça à un taux horaire, vous allez passer de 25 € de l'heure à 1200 € de l'heure. Donc c'est des simulations, évidemment que vous ne ferez pas 1200 € par heure, à part si vous avez d'énormes volumes, mais c'est un peu l'idée de, on peut augmenter la rentabilité en cassant les prix, c'est un peu le Fordisme de l'informatique, on va dire. Augmenter la productivité, mais moi je suis pas pour tout ce qui est ah bah tiens, on est en galère, on va prendre un stagiaire en plus. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. On donne pas. Pour moi, je suis pas d'accord de donner un travail de robot à des humains. C'est pour ça que je passe mon temps à tout scripter. Donc pour automatiser, ça vous pouvez vous marier avec un développeur, donc s'associer avec lui, ce qui est pour moi la meilleure solution. C'est-à-dire que si vous, je crois pas à travailler avec un prestataire qui va vous faire un gros projet. Pourquoi? Parce que le développeur il est humain et au bout d'un moment ça va le saouler. Quand ça va le saouler, il va partir et vous allez vous retrouver avec un code que personne ne peut gérer. Donc la meilleure possibilité pour moi c'est de s'associer avec lui pour qu'il ait de l'intérêt dans le projet et qu'il s'investisse, qu'il maintienne, qu'il débug, ou apprendre à maîtriser Zenoposter. Zenoposter c'est un outil d'automatisation. Cet outil d'automatisation en fait c'est du drag and drop, c'est-à-dire on prend les blocs et on va construire, on va cliquer, ça va enregistrer. Et pourquoi je mets Zenoposter? Tout simplement parce que c'est un outil qui est facile à prendre en main, même pour un non-développeur. Ça peut aller assez vite et c'est la technologie la plus simple pour faire de l'automatisation, pour moi. Donc là, comme ça, c'est un template qui est assez compliqué, donc on pourrait se dire que c'est incompréhensible. Je ne vais pas vous faire une formation sur Zenoposter, en 30 minutes, on n'aurait pas le temps. Par contre, je vous ai mis les bonnes adresses si vous voulez apprendre. Alors, j'ai pas d'affi, de trucs, c'est juste ces 2 personnes à qui je fais confiance. Les 2 sont compétents, donc si ça vous intéresse, vous tirez une pièce, pile SOX6, face Carney. Comme ça, à part si vous avez plus d'infos que moi, mais pour moi, les 2 sont aussi compétents l'un que l'autre et feront gagner ils pourront vous former de manière propre. Après, vous n'êtes pas obligé de passer par des personnes. Moi, j'ai appris Zenoposter tout seul, je l'ai installé, j'ai regardé comment ça marche. J'avais la logique du dev qui était déjà là, donc c'était plus simple, mais on peut prendre Zenoposter en main tout seul. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment un top tool. Après, si vous voulez partir dans des process qui sont vraiment énormes, Zenoposter, il ne va pas suffire. C'est pour ça que je l'utilise plus aujourd'hui. Parce que si on veut quelque chose d'automatisation qui va très très loin, qui est très très stable, on ne va pas pouvoir rester sur ce genre de choses et il faut vraiment passer à la vitesse supérieure en faisant du vrai code. Donc nous, la philosophie qu'on a eue en développant ce projet, c'était, en fait déjà on ne savait pas qu'on allait faire ce projet avant de le faire. C'est-à-dire qu'on a commencé, on l'a fait, on l'a mis en ligne et on s'est dit ah oui, c'est vrai que là on a fait quelque chose. Et je pense que ça c'est une méthodo un peu extrémiste, dans le sens où il n'y a vraiment pas assez de prise de tête. Mais ce que je vois souvent en agence, c'est qu'on parle beaucoup, on fait des réunions, on fait plein de choses, et j'ai l'impression que des fois ça mène à rien. Donc si je vous dis pas que c'est bien de faire comme ça, mais je pense que tendre un peu vers ça, essayer d'être un peu décomplexé, pas trop prendre son temps, pas se dire ah mais peut-être si je fais ça, ça va pas marcher, si je fais ça, ça marchera peut-être mieux, etc. Et se prendre la tête pendant trop longtemps pour au final rien faire. Donc on y va, on se lance, on a une idée, on le fait. Si ça a marché, ça a marché, si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et c'est vraiment là-dedans qu'on a réussi à lancer plein de trucs parce que on ne s'est pas posé de questions, on y est allé. Donc, avant de faire de l'automatisation, ce qu'il va falloir, c'est définir le processus. Qu'est-ce qu'on veut faire? Là, j'ai fait l'exemple d'un processus, c'est la création d'un site satellite. Donc, ce n'est pas très détaillé, il manque par exemple la création du logo, etc. etc.
Mais quoi qu'il arrive, avant d'automatiser quelque chose, faites-le à la main. Pour moi, ça n'a pas de sens d'aller automatiser quelque chose qu'on ne sait pas faire à la main. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas se rendre compte des défauts, de qu'est-ce qui nous pose problème, qu'est-ce qui prend le plus de temps, et sur quelle partie on doit vraiment axer le travail. Donc nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait à la main avant. Et ça nous permet après de définir ce processus. Par exemple, là, dans ce process de création de site satellite, tout ce que j'ai mis en vert, c'est ce qui prend très très peu de temps. Donc achat, IP, installation, maintenant c'est OK pour nous. C'est automatique depuis pas longtemps, parce que je ne trouvais pas la doc chez OVH. Ensuite, acheter un nom de domaine, on peut très bien le faire avec des API. Si vous voulez des domaines expirés, donc j'ai mis 3 trucs. Nous, on bosse pas mal avec PRnator, donc qui est un snapper français qui est compétent, qui a des, en fait, il a des prix chez les plateformes, etc. Donc c'est pas mal pour nous. David Shelley, c'est quelqu'un qui donne des grosses listes. Donc il a un catalogue et c'est pas du Snap. Tout le monde sait ce que c'est du Snap ou pas? Qui sait pas? Levez la main, il n'y a pas de honte. Merci. Le Snap, en fait, c'est des domaines. Un domaine, on l'achète pour 1 an, par exemple. Si au bout d'1 an, il n'a pas été renouvelé, il va tomber dans le domaine du public. Et s'il tombe, avant de tomber dans le domaine du public, en fait, à l'instant où il tombe, il y a des plateformes en fait, dont le but est de l'acheter au moment où il se libère. Et ça permet d'avoir des noms de domaine qui sont expirés, donc qui ont déjà eu une vie, déjà eu des liens, et de les avoir avant tout le monde. C'est le principe du Snap. Sinon, il y a les noms de domaine expirés qui sont libres. Quand j'ai besoin de ça, je vais chez PBN Premium. Je ne dis pas ça parce que c'est un pote à moi, c'est vraiment... J'ai l'accès qui est gratos, donc c'est plus simple, mais en gros, quand j'y vais, je fais mes petites courses, etc. Et ça me sert bien. Après, nous, on préfère les domaines snappés parce qu'ils ont plus de puissance. C'est vraiment une question de choix de stratégie, mais quand j'ai besoin de libre, je vais chez PBN Premium. Et du snap en bulk, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. C'est pas important. Ensuite, les DNS qu'on configure, ça c'est pareil, quand vous montez un site, vous allez à chaque fois dans les DNS, vous allez configurer l'IP, vers où ça pointe, les name servers, etc. Ça prend du temps, mais pour moi c'est un travail de robot. On peut très bien le faire par un robot. Nous, on a en base de données nos IP, on a en base de données nos domaines, alors pourquoi est-ce qu'on irait le faire à la main? Il n'y a pas de raison. Ensuite, l'installation d'un CMS, pareil, que ce soit WordPress, un CMS que vous avez fait, n'importe quel CMS, ça s'installe en auto. Encore une fois, j'étais allé dans des entreprises où on m'a dit, voilà, il va falloir coacher ce stagiaire. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais toi toute la journée? Il m'a dit, j'installe des WordPress. Je lui ai dit, ouais, mais à part ça, il me dit, j'installe des WordPress. Je lui ai dit, mais c'est pas normal. C'est pas... En fait, c'est quelque chose, c'est un script qui prendrait 2 heures à développer. Et il y a quelqu'un qui est employé à faire ça toute la journée. Il n'était pas content de faire ce travail, mais ça lui a rapporté de l'argent, donc il continuait. Mais voilà, pour moi, ça, c'est pas des choses qu'il faut faire à la main, à terme. Ensuite, l'achat de contenu. Donc j'ai mis writers.com parce que l'avantage, c'est que les contenus sont déjà prêts, c'est ça qui est intéressant. Après, je recommande pas forcément pour des sites satellites, parce que c'est des contenus qui sont chers, ça va vous revenir plus cher. Après, je connais pas tous les tarifs, donc allez voir quand même, c'est des contenus qui sont prêts, ça peut être sympa. Vous avez l'API TextBroker, par exemple, qui existe. Une API, pour définir vite fait, c'est en gros, on envoie des requêtes pour dire je commande un contenu, et en fait, on peut faire un algorithme qui va faire les commandes tout seul, et qui va récupérer les livraisons tout seul, pour, par exemple, aller publier sur le site. Donc ça, c'est pas non plus une barrière. Et la méthode qu'on utilise, nous, c'est que j'ai développé un outil, donc rédacteur.site, où on fait les commandes via API, on récupère et on publie, on insère des images, on fait tout de manière automatique presque. Il y a toujours, après le contenu est écrit par des humains, toujours. Ça, c'est quelque chose sur lequel on tient et que je tiens aussi à garder. Pour moi, on ne veut pas partir sur du spin, parce que le spin, sur un site e-commerce, par exemple, sur des pages produits, c'est bien. Pour moi, pour du netlinking en externe, c'est pas le top. Je vais définir le spin aussi. Comment? Je ne vais pas définir le spin. Ensuite, il y a la publication du contenu. Soit vous pouvez faire de la publication manuelle, donc c'est en rouge, ça veut dire que c'est pas le top. Après, vous avez des outils sans rentrer dans l'automatisation au max, comme Main WordPress, qui permettent de centraliser la gestion de ces WordPress. Et c'est des trucs qui sont un réel gain de temps quand on gère beaucoup de sites. Zenoposter, comme je vous disais, où vous pouvez toujours fonctionner par un système d'API en développant ou en faisant développer des outils. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il va falloir centraliser les données. Peu importe comment vous fonctionnez, même si vous fonctionnez avec de la publication manuelle,
Au début, je fonctionnais, je disais à mes rédacteurs, bah, spreadsheet, c'est très très bien pour ça. Alors, certains diront, bon, c'est un outil de Google, etc. J'en ai rien à faire. Pour moi, il n'y a pas de souci. Google a bien d'autres choses à regarder avant d'aller analyser chaque feuille spreadsheet. Et si vous êtes vraiment parano, vous écrivez pas backlink, vous écrivez en nom de colonne ce que vous voulez, quoi. Voiture ou voilà, comme ça, vous savez que son IA ne comprend pas. Et du coup, ça peut être un endroit où vous partagez un document à votre rédacteur, par exemple. Vous mettez les titres des contenus et vous lui dites, bah voilà, quand tu as fini le contenu, tu me remplis cette colonne. Et derrière, soit on peut automatiser la publication, soit carrément lui dire, bah tiens, va publier chez moi. Et ce qui est intéressant pour moi pour gagner du temps, c'est de créer des vraies relations avec les gens avec qui vous travaillez. Moi, je travaille jamais avec des rédacteurs que je connais pas presque, parce que j'essaye, le rédacteur avec qui je travaille principalement, je l'ai formé et je lui ai expliqué, je lui ai appris à coder en HTML. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire. Vous pouvez le voir comme un investissement, comme de la relation humaine, voyez-le comme vous voulez, mais c'est bénéfique de vraiment construire des vraies relations avec les gens avec qui vous bossez. Et donc, j'ai mis MySQL aussi. Dans mon cas, je pense qu'il y a un truc après. C'est ça, voilà. Ça, c'est notre interface à nous. Voilà. En gros, nous, on a un panel où on gère absolument tout. On gère les serveurs, donc on ajoute nos serveurs, on ajoute l'IP, les accès SSH. Ils vont s'installer tout seuls. On met les sites, on a un bouton ajouter un site, ça va ajouter tout seul le site. On a une gestion des clients, bon ça on s'en fout un petit peu. Les commandes pareil. La compta qui est intégrée, bon on s'en fout aussi. On retourne sur le Snap, donc on a des fonctionnalités en Snap qui nous permettent de gérer des paniers, envoyer tout aux bonnes personnes, sans perdre trop de temps en fait. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on recode une interface qui est adaptée précisément à notre besoin. Pour les sujets, pareil, ça c'est un truc que j'ai fait en fait, qui va aller chercher des sujets d'articles. Donc là, j'ai fait le screen vite fait, donc c'est pas très parlant. Mais en fait, l'idée, c'est de récupérer des questions qu'on va pouvoir choisir en sujet d'article. Parce que c'est une vraie problématique quand on écrit beaucoup d'articles, c'est comment est-ce qu'on va choisir les sujets. Parce que quand on a 3 sujets à choisir, c'est bien. Quand on a 400 sites à remplir, c'est chaud. Et l'idée, c'est pas de faire des trucs, comment choisir un appareil photo, comment choisir un truc. C'est vraiment de répondre à une vraie question que se posent les internautes pour répondre à une requête. Et le Labs en bas, en fait, c'est un endroit où on regroupe tout le suivi de position de tous nos sites, leur trafic et quoi d'autre, les logs. Tous les passages de Google qu'on répertorie pour voir quel site se porte bien, quel site se porte pas bien, etc. Pour la gestion du trafic, on utilise Piwik, qui est vraiment pas mal parce que en fait, on peut l'utiliser côté serveur, donc ça veut dire pas de footprint. Vous n'avez pas de code sur votre site qui va dire à Google, bah ouais, ça c'est le site qui est à lui, à lui, à lui et lui. On ne pourra pas vous remonter parce que c'est côté serveur. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande si vous avez beaucoup de sites. C'est le Piwik côté serveur. Ça m'a pris 30 minutes à l'installer, peut-être un peu plus, mais globalement c'est assez rapide et on a du tracking, du trafic sur quelque chose comme 400, 500 sites sans aucun souci et ça tourne. Ensuite, ça c'est l'outil en fait qu'on gère pour la rédaction, qu'on utilise pour la rédaction. Donc en gros, à chaque fois qu'on va... On a vu tout à l'heure la brique qui générait les sujets. Une fois qu'on a généré les sujets, on va les programmer sur des sites. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, tel article, il ira ici, tel article, il ira ici. Et en fait, ça va passer des commandes directement à nos rédacteurs. Et eux, ils vont rédiger, ça nous fait la compta, etc. Et derrière, on les publie directement via API. Donc en fait, l'idée, c'est de partir d'un bout et arriver jusqu'à la fin en faisant un minimum d'actions. Les choix de sujets, forcément, on les valide à la main. On n'a pas le choix, parce que sinon, on arriverait sur des choses pas qualitatives. Mais toujours essayer de tendre un peu plus loin vers la flemme au maximum. Et donc là, ça c'est pour tous ceux qui seraient intéressés par mettre en place certains process. Ça c'est la doc de OVH, donc ceux qui sont intéressés par acheter des IP de manière automatique. Je publierai les slides, donc vous embêtez pas. Mais c'est le process. Et donc en gros, pour résumer, on parle de plein de choses qui peuvent paraître... on parle d'acheter des IP failover de manière automatique avec une tâche cron, par exemple. Ça peut paraître de la sorcellerie, mais pas du tout. Ça doit prendre 30 lignes de code et c'est réglé. Pour l'installation, il y a aussi des scripts. Je n'ai pas pensé à le mettre, mais si ça vous intéresse, vous me demandez, je vous le filerai. Génération de logo automatique. Pareil, on a eu cette problématique. On voulait un logo par site. Ça, c'est un outil qui a été partagé par Corben derrière moi, que je suis allé voir. J'ai trouvé ça sympathique. Donc c'est un outil qui permet de générer des logos. En gros, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre nom de marque. Donc là, j'ai mis SEO Camp. Un slogan, au hasard, j'ai mis Hack the Planet.
et vous avez un petit, vous mettez en fait par exemple quelle est la thématique. Si c'est des voitures, ça vous fera des logos en fonction des voitures. Si c'est du web, là j'ai dû mettre web pour arriver à ça, donc c'est un peu généraliste, mais on peut mettre à peu près toutes les thématiques et c'est vraiment sympa. Après on peut pousser encore le truc, c'est-à-dire on peut aller scraper ce site, intégrer directement les données dans notre administration, etc., etc. Sinon, nous, ce qu'on utilise, en fait, je voulais pas être dépendant d'un service. C'est en fait parce que sur le long terme, ça va être mauvais. Quand on dépend d'un service, ça veut dire qu'on va devoir faire plus de debug que d'avoir son propre tool. Parce que le jour où le service duquel on dépend évolue, ben on se retrouve à devoir faire du debug. Moi, l'objectif, c'est de travailler moins. Donc, pour travailler moins, il faut avoir des choses qui sont stables, sinon on passe son temps à tout débugger. Donc, ça, provient du site qui s'appelle Code Canyon. Code Canyon, c'est un super site en fait qui vend des scripts qui sont déjà tout faits. Et en fait, ça peut vous simplifier le travail. Même si vous travaillez avec un développeur, même si quoi que ce soit, à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, au début, je check GitHub, donc qui est un site qui répertorie plein de projets open source. Si je trouve ce que je cherche sur GitHub, ben, je le prends, c'est gratuit, c'est open source, c'est parfait. Sinon, ensuite, je vais sur Code Canyon, je regarde si quelqu'un a déjà fait quelque chose qui répond à mon besoin. Là, pour le coup, j'ai vu que ça, c'est sur quoi on s'est basé, et ça coûtait 13 $. Donc le code, il n'est pas derrière, c'est pas un truc de fou, mais ça nous permet d'avoir une base et de ne pas avoir à se poser les questions. Et même si, en travaillant avec un développeur, lui dire, bah, tiens, regarde ça, peut-être que ça peut t'aider, et essayer d'aiguiller. Il n'y a pas de formule magique. Je suis allé sur Google, j'ai tapé PHP logo creator, PHP logo creator, c'est ça. Et je me suis retrouvé sur cette page, et c'est plutôt cohérent. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de générer des logos automatiquement, regardez ça. Je publierai les slides toujours. Ensuite, pour avoir des images type qu'on met dans les contenus, Pixabay, ça peut être bien, c'est une banque gratuite d'images. Après, nous, on n'utilise pas pour la simple et bonne raison que c'est des images qui sont utilisées partout. Parce que c'est gratuit, c'est open source, donc libre de droit, pardon. Et donc du coup, ça c'est l'exemple d'un script qui va récupérer des images sur le mot-clé kebab, sur Pixabay. Donc j'avais développé ça l'année dernière pour le SEO Camp. On l'avait fait ici, et depuis je l'ai intégré sur mes outils pour les autres, pas pour moi. Nous on utilise plutôt Deposit Photo, c'est cher, mais en fait ça nous permet d'avoir des photos uniques sur lesquelles on a les droits et on n'a pas de problème avec la loi. Parce que si vous prenez des photos qui ne vous appartiennent pas, que vous en prenez beaucoup, quand vous en prenez un tout petit peu, tout va bien. Et quand vous commencez à en prendre beaucoup, après, il y a les lettres d'avocat qui arrivent à la maison. J'en ai pas eu. Et pour la génération des titres des contenus, donc, tout à l'heure, je vous ai montré notre interface, etc. Avant d'avoir notre interface, on utilisait cette fonctionnalité de SEMrush. J'en ai testé beaucoup. J'ai testé 1.fr, j'ai testé Answer the Public. J'ai fait à peu près ce qu'on peut appeler un benchmark de toutes les solutions qui existaient. Et 1.fr ne m'a pas convenu pour la sélection de sujets, je parle. Pour l'optimisation de texte, je n'ai pas trop testé. Mais 1.fr ne m'a pas convenu pour la suggestion de questions. Answer the Public, pareil. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux des fois et qui ne répondent pas vraiment à des intentions de recherche. Là, ce qui est bien, c'est comme on a du volume, on sait qu'il y a une vraie intention de recherche derrière. Et ça nous permet, en fait, je ne vais toujours pas pointer, mais en gros, on voit en haut à gauche que j'ai sélectionné un onglet questions pour qu'il me ressorte automatiquement les questions. Ce qu'on fait, nous, comme on va chercher dans des bases de données, etc., on voit comme dans les keywords, il n'y a pas de majuscule et il n'y a pas de point d'interrogation, même si ça reste des questions, parce que Google, il ne les prend pas en compte. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, pour éviter de se prendre la tête, on récupère ça, et au lieu d'aller ajouter nous-mêmes la majuscule et le point d'interrogation, je pars du principe que toutes mes données sont des questions, et j'ajoute au début la majuscule et le point d'interrogation à la fin. C'est tout bête, mais ça nous fait gagner, imaginons on a, je sais pas, 50 articles qu'on veut publier, on a 50 sujets. Si je dois ajouter 50 fois une majuscule au début et 50 fois un point d'interrogation à la fin, c'est pas possible. Et donc, si on veut faire du SEO qui est scalable, on n'a pas le choix que de toujours se remettre en question, et dès qu'on a quelque chose qui prend du temps, on fait mieux. Ça, c'est pareil. Et sinon, en fait, si vous ne voulez pas automatiser, vous pouvez passer par des plateformes. Alors, j'en ai mis que 3 volontairement, la mienne pour faire de la pub, évidemment.
On va pas, peut-être que je rentrerai dans le détail après, mais je vais vous présenter les deux autres d'abord. Pourquoi VIP SEO et pourquoi Rocket Links? En fait, il faut savoir que la première, c'est acheter des articles. La seconde, c'est nous, c'est du lien en page d'accueil, en location. Et Rocket Links, il propose les deux. Donc, Rocket Links, c'est très, très, très bien. Pourquoi? Parce que vous avez le catalogue. Ça veut dire que quand vous cherchez, vous pouvez regarder, vous pouvez sélectionner selon vos propres critères, etc. Alors que les deux autres plateformes sont opaques. Ça, c'est l'avantage d'un Rocket Link, c'est que vous choisissez, vous sélectionnez, mais par contre, ça prend plus de temps. C'est-à-dire que, en gros, en allant sur une des autres plateformes, c'est un peu faire confiance à la plateforme et dire, elle, je lui fais confiance, et donc du coup, je lui attribue un budget sans voir ce que je vais acheter. Rocket Link, c'est plutôt l'inverse. Mais du coup, c'est plus un gain de temps que d'avoir un catalogue opaque, mais il faut vraiment faire confiance à la personne. VIP SEO, c'est Fabien Rakidel qui tient ça. C'est quelqu'un qui est très... Il n'est pas dans la salle? Non. C'est quelqu'un qui est très compétent. Et donc du coup, il fait de la veille tout le temps, il sélectionne les spots. Et ce que j'aime bien, c'est sa démarche artisanale. C'est-à-dire, vous allez le voir, vous dites, voilà, moi j'étais allé le voir, je lui ai dit, j'ai un site sur la calvitie. Il n'y a pas de remède pour la calvitie, pour info. Il y a un site sur la calvitie, et je lui ai dit, je voudrais un spot. Et il m'a ressorti quelqu'un qui était dans ma SERP, un concurrent à moi qui était devant. Donc il m'a dit, voilà, tu peux publier chez lui pour un tarif correct. Donc c'est pour ça que j'apprécie ce service. Et Synapsis, bon, je vais en parler vite fait, mais j'aime pas trop faire de l'autopromo. C'est en gros, nous, on loue des liens sur la home, et la valeur ajoutée, c'est qu'on teste les spots avant de les vendre. C'est-à-dire qu'on va te dire, s'ils poussent, on vend, s'ils poussent pas, on vend pas. C'est un peu l'idée du truc. Et la conclusion, hack the planet toujours. Réfléchissez, ce que j'essaye, parce qu'en fait là je peux pas apprendre à automatiser en 30 minutes, donc ce que j'essaye de faire c'est de donner l'envie. Peut-être que j'ai échoué, ça me rendrait triste, mais c'est pas grave. Mais l'idée voilà, c'est toujours remettre en question ce qu'on fait, essayer de contourner le problème. Et tout à l'heure je suis allé, il y avait un jeu en bas chez les sponsors où il faut compter le nombre de billes. Je sais pas si vous avez vu, il m'a dit tiens, regarde la moyenne de ce qu'ont mis les gens, etc. Je lui dis, mais je m'en fous de ce qu'ont mis les gens. Comment les gens ils ont réfléchi? Moi, j'en sais rien. Et je reprends le problème et je repars à zéro. Et j'ai dit quelque chose qui n'a rien à voir avec la moyenne. Peut-être que je suis tout à fait à côté de la plaque. Mais l'idée, voilà, c'est toujours remettre en question, peu importe ce qu'on nous dit. Et il faut aller dans ce sens-là.